Bonjour à tous, bienvenue dans What the Foot, c'est la 16e édition ici dans les studios de Charles King Radio à Charleroi. What the Foot, c'est l'émission qui débriefe l'actualité du football européen et aujourd'hui on va se pencher sur les demi-finales retour de la Ligue des Champions. Alors voici le sommaire, donc concernant l'avant-match entre Liverpool et Barcelone, est-ce que Barcelone est déjà en finale après le 3-0 acquis au match aller? Ensuite on va se pencher avec les chroniqueurs sur la composition des deux équipes. On va discuter des choix éventuels de Jürgen Klopp et d'Ernesto Valverde. Concernant l'avant-match entre l'Ajax et Tottenham, est-ce que Tottenham est capable de renverser la situation et de se qualifier à Amsterdam? Et puis le focus du jour, qui es-tu, Erik ten Hag? Donc on va parler du coach néerlandais de l'Ajax. Alors je rappelle que vous pouvez retrouver tous ces sujets précis et questions abordés par les chroniqueurs dans la description de chaque vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre avec nous l'actualité du football européen. Je tenais également à remercier le youtubeur Adamitop qui a préparé les miniatures vidéo d'aujourd'hui. D'ailleurs, le lien de sa chaîne est en description, n'hésitez pas à aller la consulter. Une chaîne avec pas mal de contenu vidéo sur Cristiano, Messi, Mbappé, les meilleurs moments foot de la saison, par exemple la dernière vidéo, les 10 buts importants dans les 90e minutes. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul, 3 chroniqueurs pour m'accompagner. Tout d'abord, Manu, bonjour Manu. Bonjour David, bonjour à tous. Robin, bonjour Robin. Bonjour David. Et un nouveau chroniqueur qui vient renforcer l'effectif de What the Foot, c'est Mohamed. Bonjour Mohamed. Bonjour David, bonjour à tous. Alors messieurs, c'est parti pour le What the Foot numéro 16 et c'est parti pour la première question du jour. Liverpool-Barcelone, c'est mardi soir, match retour des demi-finales de la Ligue des Champions. Donc cette semaine, Barcelone s'est imposé 3-0 au Camp Nou au match aller. Manu, on en a beaucoup parlé d'ailleurs cette semaine avec le débrief. Mais selon toi, est-ce que Barcelone est qualifié déjà avant les 90 dernières minutes ? Ça serait un peu présomptueux de dire qu'ils sont déjà qualifiés. En sport, on ne sait jamais, surtout quand on voit les remontées lors des dernières années. Mais en tout cas, c'est très très bien parti, surtout lorsqu'on analyse les précédents 3-0 dans l'histoire de la C1 au stade des demi-finales aller. On a 6 précédents. Le dernier en date, c'était lors de la saison 2016-2017, avec le Real contre l'Atlético, 3-0 pour le Real. Le Real s'était qualifié pour la finale. En 2015, on en a parlé également mercredi, le 3-0 du Barça contre le Bayern. Pour trouver d'autres 3-0, il faut un peu remonter dans le temps. Lors de la saison 85-86, il y a eu un 3-0 de l'équipe suédoise de IFK Göteborg contre justement le Barça. L'année précédente, en 84-85, c'est la Juve qui avait battu les Girondins de Bordeaux, le grand Girondin de Bordeaux de Tigana et Giresse 3-0. Et dans les années 60, l'Ajax d'Amsterdam avait battu le Sparta Trnava 3-0 lors du match aller en 1969. Et en 1961, Benfica avait également battu 3-0 le Rapid de Vienne. Mais on constate que dans ces précédents-là, il y a eu une seule fois une qualification de l'équipe qui avait perdu 3-0. C'était le Barça, en 85-86, malgré la défaite 3-0 en Suède, avait remonté en faisant également 3-0 au Nou Camp et s'était imposé au tir au but pour atteindre la finale. Alors j'ai 2 petites anecdotes par rapport à cette finale, un peu croustillantes. C'est une finale contre le Steaua Bucarest, jouée à Séville. Après un match insipide et très ennuyeux, elle arrivait au tir au but. Le Barça avait raté ses 4 tirs au but. Le gardien roumain, Dukadam, avait stoppé les 4 tirs au but du Barça. Je pense que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue des Champions. Et puis, deuxième anecdote, c'est Bologna qui nous la raconte. Bologna était un des joueurs du CEO à l'époque. Bologna, l'actuel entraîneur de l'Antwerp, nous disait qu'au retour, c'était la grande fête, ils avaient été reçus en grande pompe par le dictateur roumain à l'époque, Ceausescu. Et donc, c'était vraiment un événement considérable, une équipe roumaine qui gagne la Coupe des clubs champions, comme on l'appelle. Et le dictateur roumain était fâché. Il était fâché parce que Bologna avait raté un tir au but et parce qu'il avait mal tiré. Il avait même conseillé de frapper un peu plus haut la prochaine fois. Donc c'est Bologna qui nous raconte un peu ça. Donc suite à cette finale gagnée par le Steaua. Donc sur les 6 précédents, donc, il y a un seul exemple de remontée de l'équipe qui avait perdu le match aller 3-0. Maintenant, si on se penche sur d'autres victoire par 3 buts d'écart au stade des demi-finales de la C1. Il y a également des scores de 5-2 et 4-1. Notamment, l'année passée, on a vu le 5-2 de Liverpool contre Rome. Il y a également un 4-1 de Dortmund contre le Real avec 4 buts de Lewandowski ce jour-là.
Également un 4-1 de Valence contre Barcelone lors de la saison 99-2000. Un 4-1 de la Juve contre Monaco en 97-98. Et puis également un 4-1 du Bayern en 87 contre le Real de Madrid. Et également un 4-1 de l'Étoile Rouge contre le Panathinaikos en 71. Et là aussi... Anecdote croustillante, je crois. Oui. Là aussi, il n'y a eu qu'une remontée. Une seule fois, l'équipe qui avait perdu par 3 goals d'écart s'était qualifiée pour la finale. C'est le Panathinaikos contre l'Étoile Rouge. Mais on sait très bien que l'armateur grec richissime président de Panathinaikos avait acheté plusieurs joueurs de l'Étoile Rouge. Et donc, c'est ce qui a permis aux Grecs de remporter, en tout cas, d'atteindre la finale. Alors, ce qui est intéressant lorsqu'on compare les deux tableaux, c'est que toutes les équipes qui avaient gagné 4-1 au match aller ne s'étaient pas qualifiées, n'avaient pas remporté la finale. Tandis que dans le cas où l'équipe avait gagné 3-0 au match aller, 4 sur 6 avaient gagné la finale, donc la finale qu'ils ont jouée par la suite. Donc voilà, au niveau de l'histoire, on constate qu'il y a un ratio donc, de 16,6% de cas. Ça ne veut pas dire que Liverpool a 16% de chances de se qualifier. Non, ça montre surtout la difficulté de remonter un 3-0. Donc je dirais que finalement Barcelone est quand même le grand favori pour atteindre la finale. D'autant plus si j'enchaîne un peu sur les propos de Manu, et on le dit, ça fait quelques émissions qu'on le dit, le Barça a vraiment progressé dans sa capacité à faire le gros dos, et je crois qu'ils l'ont très 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 bien démontré au match aller, où tout compte fait, dans le jeu, ils ne mènent pas du tout. Liverpool fait le jeu, Liverpool exerce un pressing, etc., a quand même l'emprise sur le jeu, et malgré ça, ils sont capables de faire le gros dos, ils sont capables de ne pas encaisser et d'aller mettre 3 buts. Donc c'est quand même une sacrée capacité à résister aux assauts adverses, et en l'occurrence, là je pense qu'ils vont devoir vraiment résister aux assauts de Liverpool à Anfield, et ils sont capables de le faire. Ils vont peut-être plier une fois, mais je les vois pas plier 3 ou 4 fois, vu que Liverpool devrait au moins mettre 3 buts pour aller aux prolongations et 4 buts pour se qualifier sans encaisser. Et ça me paraît très 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 compliqué. Après, pourquoi pas une nuit d'anthologie à Anfield. Liverpool l'a déjà fait, remonter 3 buts, non pas en un match mais en 6 minutes. Donc bon voilà, ça peut se faire, mais ça me paraît quand même très très compliqué au vu du Barça actuel, de sa capacité à faire le gros dos, à résister aux assauts et à frapper quand ça fait mal, quoi, comme Messi l'a fait à 2 reprises lors de ce match aller. Oui, évidemment, il n'est pas simple de remonter, ce ne sera pas simple pour Liverpool de remonter les 3 buts, mais voilà, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je crois que Liverpool va en tout cas tout mettre en place pour chercher en tout cas à bousculer cette équipe de Barcelone. Il avait déjà bousculé au match aller. Il l'avait déjà bien bousculé au match aller, mais ils n'ont pas concrétisé. Ici, c'était très brouillon devant quand même. Hein. Ils ont beaucoup dominé, mais moi, j'ai de nouveau regardé le match à tête reposée, et je me suis quand même dit waouh, qu'est-ce que c'est brouillon devant en fait. Et tout compte fait, ils n'ont pas eu tant d'occasions franches que ça, mis à part une grosse occasion de Mané en première mi-temps et le poteau de Salah en fin de deuxième mi-temps. Mis à part ça, c'est beaucoup d'occasions brouillon. Bon, les Milner qui a une grosse frappe aussi, mais qui la place mal. Mais sinon, à part ça, c'est pas non plus qu'ils ont eu 15 occasions sur le match et que Ter Stegen a fait un match d'anthologie et que Liverpool devait gagner 6-0. C'est pas réellement ça. Même s'ils ont mené dans le jeu, en termes d'occasions franches, c'est pas non plus énorme. Mais ça se traduit aussi par la situation de ce week-end. Quand on voit Liverpool ce week-end, ils ont mis 3 buts, c'est vrai, mais ils en ont pris 2. Donc ils démontrent une certaine fragilité. Mais je pense que Liverpool est en capacité de créer une bonne surprise en espérant maintenant que l'équipe ne soit pas mise en difficulté par des absences. Mais je on va en crois parler que tout de suite des absences avec les compos de Liverpool. Liverpool pourrait apporter, je dirais, du piment à cette soirée. Mais d'autant si on se penche un peu sur l'histoire récente, on se souvient tous de la remontée contre Dortmund. Liverpool était mené 1-3 au match retour à domicile et devait marquer 3
3 buts pour se qualifier pour les Europa demi-finales. League, En Europa League précisément. en 2016. Et il marque 3 buts dans les 30 dernières minutes, notamment un but de Righi et un but de Lovren dans les arrêts de jeu. On se souvient tous évidemment de la remontée lors de la finale de la Ligue des Champions contre Milan. Liverpool était mené par 3 buts d'écart à la mi-temps et ils ont remonté pour finalement gagner au tir au but. Même dans l'histoire, Liverpool, par contre, n'a jamais remonté un 3-0 au niveau des Coupes d'Europe. C'est arrivé 2 fois. En 90, je crois que c'est en 97. 96-97. 96, lors de la demi-finale de la C2, Liverpool avait perdu 3-0 contre le Paris Saint-Germain à Paris, mais n'avait gagné que 2-0 au match retour, donc ils ont été éliminés. Et la saison suivante, donc la même année, en 97, en 16e de finale de la Coupe de l'UEFA, ils avaient perdu également 3-0, également en France, à Strasbourg, mais n'avaient pu faire que 2-0 au match retour. Donc, historiquement, Liverpool n'a jamais su remonter un 3-0, au contraire de Barcelone. Barcelone, par contre, lorsqu'il a gagné 3-0 dans l'histoire des Coupes d'Europe, ça arrivait déjà 3 fois, au niveau de la C1, eh bien, n'a jamais été remonté. Le premier cas, c'était en 91-92, au stade des 6e de finale. Ils avaient battu les Allemands de Rostock 3-0. Ils s'étaient qualifiés. Et cette année-là, cette saison-là, ils avaient gagné la Ligue des Champions. En 93-94, au 8e de finale, ils avaient également battu l'Austria de Vienne 3-0. Ils s'étaient qualifiés, ils avaient atteint la finale qu'ils avaient perdu contre Milan. Et en 2015, ils avaient également battu le Bayern 3-0 au stade de demi-finale. Ils avaient atteint la finale et ils avaient gagné également la finale en 2015. Donc finalement, ce 3-0 contre Liverpool est plutôt de bon augure pour le Barça. Il est de bon augure et ce qui m'impressionne en tout cas, c'est de voir la volonté de Valverde de faire le maximum pour lui pouvoir gagner ce match retour. Quand on voit qu'il met au repos l'ensemble de l'équipe. Seul Vidal aura joué les 2 matchs, le match aller de demi-finale et en championnat, rentrer en cours de jeu lors de la demi-finale, débuter le match, je pense, ici en championnat. On sent vraiment que Valverde prend au sérieux le match retour et qu'ils veulent mettre vraiment tout dans leur, dans leurs mains pour pouvoir aller faire un bon résultat. Par contre, Liverpool a dû, lui, mettre son 11 de base quasi sur le terrain, Firmino étant absent, mais avec un Salah touché à la 60e, c'est un élément qui va venir compliquer un petit peu, je pense, la tâche de Liverpool pour cette remontada. Mais c'est vrai que c'est un gros avantage que Barcelone d'être déjà champion, donc de pouvoir faire tourner lors du match championnat, tandis que Liverpool qui essaie d'être champion depuis des années, qui n'y arrive pas. On pensait que c'était l'occasion ou jamais cette année-ci. Et malheureusement, ils risquent de tout perdre. Ouais, c'est ça, ils peuvent tout perdre vraiment cette semaine. Et donc, ça peut être très, très dur psychologiquement pour eux. En même temps, imaginons une contre-performance de Manchester City lundi contre Leicester. Et waouh, quel boost psychologique ils pourraient avoir. Donc, mais je ne vendrai quand même pas la peau de l'ours. Parce que Wolverhampton... Je pense que c'est contre Leicester. Leicester ouais. Non, Manchester joue contre Leicester. Ah oui, mais Liverpool joue un match très difficile contre une équipe qui a à chaque fois fait de bons résultats contre les têtes de série. Et donc, qui les ont éliminés en coupe. C'est une vengeance, je pense, pour Liverpool d'aller battre cette équipe-là chez elle. Mais ça reste un match compliqué pour Liverpool, même si c'est un dernier match de championnat. Donc, si Manchester City a un match compliqué demain, je pense que Liverpool a un autre match très compliqué le week-end suivant. Donc voilà. Ce qui joue un peu en défaveur de Liverpool aussi, ce sont les scores cette année-ci en Ligue des Champions contre les grosses équipes. Donc j'enlève le match contre l'Étoile Rouge qui est comme une équipe d'un niveau un peu plus faible. Mais contre le PSG, effectivement, ils ont marqué 3 buts, mais ils en ont pris 2. Donc c'est un score qui ne les qualifierait pas. Contre Naples, ils ont fait un très bon match, mais en gagnant simplement 1-0, en étant, comme tu dis, Robin, assis brouillon devant le but. Ouais. C'est ça un peu le problème. Même si Naples avait raté quand même 2 grosses occasions. Contre le Bayern, c'est 0-0 à domicile. Même si ce n'est qu'un match aller, c'est un peu différent. Et contre Porto, 2-0. Donc, ce sont tous des scores qui ne qualifieraient pas Liverpool. En fait, c'est ici, dans les grands matchs, il n'y a que contre Arsenal, lorsque Liverpool s'impose 5-1 en Première Ligue. Il n'y a que ce score-là qui les qualifierait. Mais sinon, ils ont quand même du mal à gagner de manière avec beaucoup de goals d'écart. Le match de ce week-end le démontre. Je dirais que c'était un match qui était compliqué. Ils ne peuvent pas perdre de points. Ils marquent quand même en fin de match un 3e but. On sent que Liverpool, il y a une équipe,
mais elle manque encore de consistance sur la durée. Il ne faut pas négliger le travail réalisé par Jürgen Klopp. Quand on voit le nombre de points qu'il a engrangé, quand on voit le futur champion d'Angleterre, le nombre de points qu'il a, et son dauphin, le nombre de points qu'il aura, c'est impressionnant. On sent vraiment que le duel, il a commencé lors du premier match et il se terminera lors du dernier match. Et ça, Liverpool, à mon avis, paye cette saison qui a été tonitruante. Ils sont battus vraiment sur tous les tableaux, mais ils n'avaient peut-être pas forcément l'équipe ou le groupe, en tout cas pour vivre une saison aussi pleine. Je pense qu'en fait, il leur manque un élément, c'est une personne de confiance devant pour être capable de faire tourner. En fait, il a Firmino en pointe, Salah à droite, Mané à gauche, et c'est ça depuis le début de la saison. Et s'il y en a un des trois qui n'est pas là, aïe, qu'est-ce qu'on fait? Origi n'a pas les épaules. D'ailleurs, avec l'absence de Firmino au match aller, il ne fait même pas confiance à Origi, il préfère mettre Wijnaldum dans un poste un peu particulier, etc. C'est quand même, ça démontre quand même qu'il manque d'un plan B, d'un turnover comme ça. Par rapport à Firmino. Voilà, c'est ça, par rapport à Firmino. Et ça, je crois que c'est vraiment le seul élément qui manque encore à Liverpool pour vraiment arriver en fin de saison avec plusieurs cartes en main et la possibilité de faire face à une absence quelconque en termes de blessures, de suspension, etc. etc. Et puis également, un dernier petit élément, c'est qui peut se targuer d'avoir mené le Barça dans le jeu comme ça au Camp Nou. Liverpool l'a fait, mais devant, il manquait quelque chose. Et c'est peut-être l'absence de Firmino et puis sa montée, mais il n'était pas à 100%, etc., qui a expliqué ça, mais il manquait vraiment quelque chose, un rien pour que la mayonnaise prenne et que les occasions finissent au fond. Et ça, j'espère qu'ils vont le retrouver et qu'ils vont le trouver à Anfield. S'ils le trouvent à Anfield, s'ils marquent dans les 10-15 premières minutes, ils peuvent mettre le feu et peut-être faire paniquer le Barça. Mais bon, voilà, ça me paraît quand même assez compliqué. Surtout une équipe aussi solide que le Barça actuel. Ma question par rapport à ça, c'est est-ce que Jürgen Klopp, dans son système de jeu, est capable de s'adapter de manière à jouer avec un attaquant de pointe qui puisse jouer vraiment le rôle de centre-avant pur, un vrai striker. Est-ce qu'il est capable? Il y avait Benteke qui était là, qui jouait comme attaquant de pointe, et c'est là, mais qui n'a pas de course sur de longues distances. Je constate qu'à chaque fois, il a besoin de quelqu'un capable de courir sur de longues distances. Voilà. Un attaquant qui joue en fait au foot et qui va toucher beaucoup de ballons, qui va aller en décrochage, qui va écarter, etc. Mais pas vraiment un striker devant qui va mettre 20, 25 ou 30 buts sur sa saison. Mais bon, après, il a Salah et Mané à droite, Salah qui a un ratio un peu moindre cette année, mais Mané qui a vraiment explosé. Mais je pense que pour certains matchs, on a besoin de personnes qui soient un vrai striker. Il avait débuté le premier match de la Ligue des Champions contre le PSG. D'ailleurs, c'est lui l'auteur du premier but de Liverpool cette année en Coupe d'Europe. Il avait commencé, donc il peut être Sturridge. Mais on sait que Sturridge n'est pas un homme de confiance de Klopp dans le sens où il n'a pas les épaules pour un match d'un tel niveau. La preuve, c'est qu'au match aller, Firmino n'est pas là. C'est ni Sturridge ni Origi qui sont alignés d'entrée. Mais je pense que là, au match retour... si j'étais Jürgen Klopp, je tenterais Sturridge. Parce que Sturridge, c'est le genre de joueur qui est capable du meilleur comme du pire. Et le problème, c'est que 6 fois sur 10, c'est le pire. Mais là, ils sont battus 3-0 à l'aller, ils n'ont plus rien à perdre. Il faut tenter le tout pour le tout. Et je crois que Sturridge peut être ce genre de joueur qui, dans un jour de réussite, peut vraiment mettre le feu. Ok, étant donné qu'on est en train de se pencher sur le compo, on va tout de suite passer à la deuxième partie. Et on se retrouve donc dans quelques instants pour les compositions d'équipe. Très bien, on se retrouve donc pour les compositions d'équipe. Et on va commencer par celle de Barcelone. Donc j'explique le système, il y aura 3 compositions possibles. Chaque chroniqueur débattra de chaque composition. La première, donc sur Barcelone, elle est pour Manu. Manu, j'ai mis ici la compo, les 11 en fait de la 60e minute, à partir du changement tactique de Valverde. Donc c'est-à-dire avec Semedo arrière droit, Piqué l'anglais, Alba pour le reste de la défense. Dans l'entrejeu, Busquets, Rakitic, Roberto qui était monté d'un cran donc pour se mettre au milieu de terrain, Vidal de l'autre côté et Messi, Suarez. Est-ce que tu penses que ça va être ces 11-là qui vont commencer à Anfield mardi soir? Oui, c'est très probable parce que c'est la compo qui a donné le plus de satisfaction lors du match de mercredi.
C'est un compo qui correspond avec la partie la plus favorable à Barcelone, celle où elle a plus maîtrisé le jeu et celle où elle s'est créé le plus grand nombre d'occasions. D'autant que, autre avantage, ça résout le problème du choix entre Semedo et Roberto. À l'arrière droit, on met les deux en même temps. On sait que Roberto est un milieu de terrain de formation. C'est quelqu'un qui combine très facilement et c'est surtout quelqu'un qui sait percer les lignes balle au pied. Donc je pense que la titularisation de Roberto a de gros avantages. C'est pratiquement l'équipe qui a débuté cette année-ci au Wanda Metropolitano contre l'Atlético, à part que Arthur avait pris la place de Rakitic qui était suspendu. Et donc c'est un match où le Barcelone avait fait 1-1. C'est un score qui lui convient pour ce match retour. Donc à mon avis, c'est l'équipe probable de mercredi. Très bien, on va passer à la deuxième compo. Elle est pour Robin, donc une compo assez similaire, donc avec Semedo, Roberto à l'arrière droit, c'est en ballottage, Piqué, Langlais, Alba. Mais ici, la nouveauté, c'est Arthur qui va s'immiscer au milieu de terrain. Arthur qui n'a pas joué une seule minute au match aller, l'attaque, ça reste la même. Donc, est-ce que tu penses que Arthur peut venir, Robin, dans ce milieu de terrain ? Je ne pense pas. Je pense qu'il va plutôt privilégier, comme Manu l'a dit, le milieu qui a été le milieu qui a fait ses preuves au match aller, même si je dis faire ses preuves, mais tout compte fait, il n'a pas été si performant que ça. Mais justement, avec il y a quand même 3-0. Donc, avec Arthur, il pourrait justement tenir le ballon plus que le Barça avait fait au match aller. Donc il a cette faculté-là. Est-ce que Arthur est une bonne idée pour... Est-ce que ça sera vraiment son objectif ? Je ne sais pas. Je doute de la titularisation d'Arthur. Peut-être une montée après. Sinon, tu ajoutes Rakitic, Rakitic sur le flanc devant soit Semedo. Donc ouais, ça c'est possible. Ça je verrais bien Rakitic parce que c'est quand même un joueur avec des facultés physiques un peu plus importantes et c'est comme Vidal de l'autre côté. Vidal c'est un vrai guerrier et ça je pense qu'ils vont avoir besoin de guerriers sur le terrain. Donc ça je le vois bien. Par contre, dans cette compo, on voit Suarez en pointe et Messi qui serait un rien en retrait ou plutôt à côté. En fait, moi je verrais Messi nettement plus devant Busquets et Arthur dans ce cas-là. Mais moi je verrais Messi beaucoup plus en retrait pour venir vraiment chercher les ballons et faire le lien entre le milieu de terrain, enfin entre le milieu défensif et l'attaquant de pointe. Ça c'est juste la compo, mais on sait bien qu'il est dans ce style. Voilà, c'est ça. Je rejoins assez Robin sur cette compo. Je suis assez sceptique. Il faut savoir que le milieu de terrain Rakitic, Arthur, Busquets et le milieu de terrain titulaire cette année-ci au Barça, c'est le milieu de terrain que Valverde préfère. Mais il faut savoir qu'à Manchester, lors du match aller à Old Trafford, c'est ce milieu de terrain qui a été titularisé et il était en très grosse difficulté face à l'impact physique mis par les joueurs de Manchester. Et donc on avait vu un milieu de terrain parfois un peu dépassé, en tout cas pas aussi à l'aise que d'habitude. C'est la raison pour laquelle je pense que Arthur, une fois de plus, dans un match avec un impact physique aussi important, ne devrait pas être à ligne d'entrée. Peut-être pas suffisamment de coffres, en tout cas de répondants, mais par contre du très haut niveau. Du très haut niveau. Mais alors moi, il y a un autre élément pour lequel je ne le mettrai pas titulaire, c'est Vidal. Vidal n'a pas commencé le match au match aller. Si, il est titulaire contre Liverpool. Au match aller contre Liverpool. Oui, il est titulaire d'entrée. Juste, mais il n'a pas. Contre Manchester, tu voulais dire. Non, Vidal n'a pas commencé. Mais ici en championnat, comme je l'ai dit tantôt, il a modifié son 11 de base complet. Il a mis tout le monde au repos sauf Vidal. Vidal a joué en Ligue des Champions. Et Vidal était présent dans l'équipe qui a joué hier en championnat. Donc c'est la preuve que Vidal a besoin de temps de jeu et que Valverde veut lui donner du temps de jeu. Mais est-ce que le fait d'avoir été dans le groupe ce week-end fait de lui un titulaire pour la Ligue des Champions? Je pense que Valverde va garder sa stratégie de départ, c'était celle de Vidal sur le banc, pour pouvoir intégrer dans le jeu quelqu'un qui pourra avoir un impact physique immédiat. C'était surtout pour faire une lecture sur quelle est la zone la plus forte de Liverpool, pour peut-être ajouter dans cette zone-là un Vidal qui va venir affaiblir cette force de frappe. Mais ça a si bien marché au match aller que je ne vois pas Valverde se priver de Vidal, qui avait quand même été un des éléments les plus en vue du Barça lors du match aller. D'accord, mais le fait d'avoir un Vidal sur le banc, c'est pas se priver de Vidal, au contraire, c'est d'avoir un atout en main que je vais pouvoir adapter au système de jeu adverse. Je peux le faire rentrer à n'importe quel moment.
Et c'est, je dirais, un atout important pour Valverde, c'est de pouvoir dire, moi je sais que ce joueur-là, Vidal entre autres, va avoir un impact physique immédiat sur je dirais, l'impact que pourra apporter, parce que je pense que le premier quart d'heure sera d'une intensité importante, et il est important de voir où sont les forces et comment Liverpool va progresser, si besoin est, faire rentrer un Vidal à un moment donné pour venir renforcer la zone la plus fragilisée. Enfin, c'est un peu la vision que je fais ici, parce que à mon avis, hein, ça reste personnel, je pense que Vidal serait resté au repos si vraiment il comptait sur lui comme titulaire. Et pourquoi pas, en fait, dans cette composition, carrément enlever Arthur, mettre Vidal à la place de Arthur et faire jouer Coutinho. Justement, on y vient, elle était pour Mohamed, cette compo-là, c'est la 3e. C'est en fait l'équipe qui a débuté le match aller, donc dès l'entame du match. Coutinho était titulaire, donc est-ce que Mohamed, tu vois Coutinho débuter une 2e fois contre Liverpool le match? Oui, moi je ne vois pas Valverde modifier l'équipe de départ, donc je dirais que même dans celle-ci, celui que je n'aurais pas mis en tout cas comme titulaire de départ, c'est Vidal, mais pour le reste je pense que redémarrer avec le même groupe et redonner sa chance à Coutinho, parce que c'est une petite exception, si ça tombe, c'est Semedo qui va jouer arrière droit. En fait, c'est la même composition, le même système, mais le seul changement qu'il pourra avoir s'il prend l'équipe du match aller, le seul changement, ce serait Semedo à la place de Sergi Roberto, mais le milieu, comme tu le dis, serait totalement identique. Ouais, donc, en tout cas, Coutinho, oui, pour pouvoir répondre à l'impact physique aussi. C'est un garçon qui a déjà joué à Liverpool aussi. Et donc, il connaît, je dirais, la vie sur le terrain, parce que il y a cette composition, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, les supporters. On est très proche de la pelouse. Le Liverpool sera vraiment porté. Je crois que Valverde ne va pas modifier son équipe de manière importante. Il gardera pour moi la même équipe de départ qu'au match aller, et il s'adaptera en fonction de l'état et de la situation lors du match. S'il débute comme au match aller, Manu, alors on risque peut-être de voir encore une fois à la 60e minute la compo qui a été affichée ici en première, c'est-à-dire qu'il ferait sortir Coutinho pour Semedo, Roberto, l'un des deux qui était sur le banc. C'est ce qu'il avait fait à Manchester lors du match aller. Ouais. À Old Trafford, au niveau des quarts de finale, il avait commencé avec Coutinho, et Coutinho a été sorti, je pense, autour de la 70e minute, je pense, au profit de Vidal, si je me souviens bien. Donc, oui, c'est possible. Mais moi, personnellement, je serais étonné que Vidal ne soit pas aligné d'entrée après le match qu'il a fait, et surtout ce qu'il a apporté de plus à cette équipe du Barça face à une équipe comme Liverpool. Mais évidemment, on n'est pas dans la tête de Valverde, et tout est possible. Des choix encore plus compliqués peut-être pour Jürgen Klopp. On va passer tout de suite à Liverpool, puisque c'est officiel, Roberto Firmino ne jouera pas, il l'a annoncé hier, et malchance encore plus, puisque Salah est sorti hier sur blessure. On est encore incertain quant à sa titularisation mardi soir. Donc même chose, même exercice, 3 compos. La première compo, Manu, au cas où Salah sera encore sur le terrain, en fait, ça serait celle du match aller. Est-ce que tu vois Jürgen Klopp remettre son 11 du match aller? Ça me paraît difficile, étant donné le score du match aller. Maintenant, tout n'est pas à jeter au match aller. Je pense que Liverpool a offert une très très belle prestation, assez convaincante, surtout au niveau du pressing et de la récupération du ballon. Et là, Wijnaldum, en phase défensive, son rôle a été important et précieux. Il a été un peu plus approximatif au niveau de la relance et des attaques. Donc, moi, je pense que d'un point de vue psychologique, ça serait peut-être pas bon de reprendre avec une équipe qui a perdu le match aller 3-0. Et je verrai quand même quelques changements par rapport à l'équipe du match aller. Je ne dis pas que Wijnaldum ne jouerait pas. Il est possible que Wijnaldum reprenne sa place dans le cœur du jeu, au milieu d'entrejeu, peut-être au profit de Milner. Mais c'est vrai que l'éventuelle absence de Salah risque de chambouler beaucoup les choses, les plans de Klopp, parce qu'il n'y a pas un autre joueur du profil de Salah dans l'équipe, comme il n'y a pas un autre joueur du profil de Firmino dans l'équipe. C'est ça qui rend difficile finalement de composer une équipe en l'absence de Firmino. Ça va être le cas de la 3e compo, le cas où Salah ne serait pas là. On va quand même passer à la 2e, encore une fois, Robin.
Ici, Salah est encore titulaire. On a déjà joué avec ce système à Liverpool, le 4-2-3-1, notamment contre Arsenal, le 5-1, c'était un 4-2-3-1, avec Salah en pointe. Ici, Shaqiri prendrait la place d'un Milner qui paierait les pots cassés des occasions ratées au match aller, et donc un double pivot devant la défense, Henderson, Fabinho. Et on n'a pas parlé de l'arrière droit, mais dans toutes les compos liées, c'est Alexander-Arnold qui reprendrait sa place à l'arrière droit à la place de Joe Gomez qui était là au match aller. La défense, c'est Matip, Van Dijk, Robertson pour le reste. Est-ce que tu penses que cette compo peut démarrer au cas où Salah serait là mardi, évidemment? Non, j'y crois pas trop parce que voilà, Shaqiri n'a plus été énormément utilisé ces derniers temps par Jürgen Klopp, et souvent quand il était utilisé, il était plutôt utilisé comme joker, c'est-à-dire le faire monter à la 60e, la 70e en cas de difficulté. Donc je ne le vois pas du tout commencer. Je vois pas Salah jouer en pointe avec Wijnaldum dans son dos. Donc non, je vois pas trop ce type de compo pour combler le manque, enfin l'absence de Roberto Firmino. Donc non, ça j'y crois pas trop. D'autant plus que, en sachant qu'ils doivent mettre au minimum 3 buts, jouer qu'avec un attaquant de pointe, non, je doute. À mon avis, il va vraiment rester dans son 4-3-3. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, tenter le coup Sturridge, moi j'y crois. Ok, on passe alors à la troisième compo. C'est le suppléant de Salah en 4-2-3-1 ou en 4-3-3, peu importe, Mohamed. Sturridge, Origi ou les deux. Qu'est-ce que tu... Je ne le vois pas jouer avec les deux attaquants parce que... Enfin, il n'a jamais, je dirais, utilisé ce schéma tactique. Une seule fois. Une fois Sturridge Origi, c'était lors du match de FA Cup à Wolverhampton qui s'est soldé par une défaite. Oui. Donc il n'a pas un très bon souvenir de ce duo-là. Mais je dirais que moi, personnellement, je placerais plutôt Origi pour le but qu'il a marqué de la victoire ici ce week-end. Donc il a quand même ce côté boost grâce à la victoire qu'il a offert, parce qu'il a peut-être offert le titre à Liverpool grâce à ce troisième but marqué, inscrit. Et pour dire, pour aller dans ton sens, n'oublions pas qu'Origi est l'auteur du but contre Everton à la 96e minute. Donc il a apporté 4 points à Liverpool dans les arrêts de jeu cette année-ci. Voilà. Donc je crois que le coup de boost d'Origi sur le but qu'il a inscrit ici va peut-être pousser Jürgen Klopp à le titulariser, donc avoir un joueur de pointe. Et ce qui me chagrine un peu chez Jürgen Klopp, j'ai toujours l'impression qu'il a du mal à jouer avec un véritable avant-centre. Il a vraiment cette complication de mettre un joueur qui va être dans le rectangle, à qui on doit apporter des ballons, à qui on doit amener. Il est plutôt dans l'esprit de voir tout le monde travailler, tout le monde avoir le même impact. Mais pour des joueurs comme Sturridge ou Origi, leur demander de faire plusieurs choses en même temps en tant qu'attaquant, c'est assez compliqué. Et ils n'ont jamais vraiment réussi à convaincre, en tout cas, Jürgen Klopp dans son système de jeu. Donc ici... Comme tu dis, Mohamed, je crois que Klopp ne joue pas avec un avant-centre spécifique, un homme de rectangle, parce qu'ils ne sont pas à la hauteur d'un match comme celui du Barça. Lorsqu'il était entraîneur de Dortmund, il joue avec Lewandowski, qui est un pur neuf. Ici, il joue avec Firmino, qui est nettement meilleur que Sturridge et Origi, parce que c'est un joueur qui fait beaucoup plus jouer les autres, et c'est la raison pour laquelle lui joue. Mais s'il avait à sa disposition un neuf de top niveau, moi, je pense que Klopp ne serait pas contre le fait de jouer avec un numéro 9 de haut niveau. Moi, je ne suis pas sûr parce qu'il avait la possibilité. Bon, après, c'était pas non plus un top striker comme, je sais pas, un Lewandowski, etc. Mais il l'a quand même pas gardé dans son effectif. C'est Christian Benteke qui offrait une autre possibilité, c'est-à-dire vraiment un vrai neuf, un neuf sur qui on peut s'appuyer, un neuf qui reste dans la surface, etc. Et en fait... rappelez-vous, Liverpool avait acheté Benteke quand même relativement cher après ses très bonnes prestations avec Aston Villa. Ils avaient mis, je pense, presque 50 millions pour Benteke. Et Jürgen Klopp est arrivé dans la foulée, et Jürgen Klopp l'a totalement boycotté. Il ne l'a jamais utilisé, et Benteke a quitté la saison suivante Liverpool. Donc, ok. Benteke, moi je comparais avec Lewandowski. Benteke ne peut pas être considéré comme un numéro 9 de tout haut niveau. Oui, bien sûr, mais tu vois, il pouvait le garder dans son effectif pour avoir une autre option. Il avait déjà Origi, donc... mais Origi est plutôt dans le style, est plutôt dans le même genre qu'un Firmino, avec des capacités un peu moindres, mais
Origi n'est pas un striker devant, c'est plutôt un attaquant qui aime jouer avec le ballon, qui aime décrocher, s'exporter sur la gauche, sur la droite, etc. Plutôt. Il le met souvent sur le côté d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Le côté de l'attaque, oui. Mais donc, il a gardé Firmino et Origi, qui sont des attaquants assez semblables. Et même chose pour Sturridge, qui n'est pas un striker devant. Et en fait, il avait Benteke dans son effectif, qui avait vraiment d'autres cartes à jouer, qui est plutôt un joueur qui va avec un jeu de tête très, très, très développé, un joueur qui peut jouer en pivot, qui peut gagner des duels devant, etc., etc. C'est plutôt différent du jeu de Firmino, même si Firmino est très bon de la tête également, etc. Mais bon, Benteke joue dans un autre registre, et en fait, il n'a pas du tout gardé Benteke dans l'effectif. Donc, je pense que s'il n'est pas champion haut la main avec Liverpool cette fois-ci, c'est parce qu'il lui a manqué un véritable striker devant. Il a, il y a Mané, il y a Salah, il n'a pas trouvé la solution pour vraiment à chaque fois écraser les équipes adverses en championnat. Il suffit de voir encore ce week-end, ça a encore été assez compliqué pour pouvoir, tout au long de la saison, ils ont marqué pas mal de goals, c'est vrai, mais ils en ont pris aussi, mais ils n'ont jamais vraiment fait mal à l'adversaire. Mais est-ce que la force de Liverpool, justement, c'est de pouvoir partager la capacité à marquer des buts sur plusieurs joueurs? L'année passée, par exemple, en Ligue des Champions, ils ont marqué 40 buts, 32 buts ont été marqués par le trio offensif. Et donc, moi, je trouve que ça, c'est plutôt un atout. Deuxièmement, Firmino est un véritable atout dans le sens où non seulement il marque, même si ce n'est pas un des meilleurs buteurs de la planète foot, mais c'est quelqu'un également qui fait jouer les autres. Donc, moi, je pense que cette attaque de Liverpool, elle est très complète. Raison pour laquelle il n'est pas nécessaire d'avoir un pur numéro 9. Est-ce qu'un pur numéro 9 serait vraiment performant aux côtés de joueurs qui ont tendance à rentrer dans la surface très rapidement, comme Mané et comme Salah? Est-ce que c'est ce genre de numéro 9 dont Klopp a besoin pour diriger l'attaque de Liverpool? Je pense que tactiquement, Klopp devrait faire appel à ce type de joueurs. Peut-être pas à tous les matchs, mais il y a des matchs où on a vraiment besoin d'une personne qui est là avec son poids, son impact physique sur la défense. Le football anglais demande aussi une présence athlétique quand même dans le rectangle. Et je pense que c'est ce qui lui a manqué. Le fait de donner autant de matchs sur le championnat à ce trio et à se fier uniquement à ce trio, on l'a bien vu. Il y a eu, je dirais, un ralentissement dans le travail que réalisait Mohamed Salah. Présence technique, présence dans le jeu, mais il a marqué de son absence, je dirais, 7, 8 ou 9 matchs d'affilée sans but. Ça a été pesant même au niveau, je dirais, mental par rapport à son groupe et par rapport au joueur lui-même. Donc, je crois que avoir un joueur capable de s'imposer physiquement, ça devrait être un atout supplémentaire dans le style de jeu de Jürgen Klopp. Moi, je suis d'accord. Ce qui manque à Liverpool, c'est un joueur qui pourrait remplacer Firmino en cas d'absence. Ouais, une option. Ici, il y a des options, mais elles sont d'un niveau un peu moindre. En tout cas, l'option Origi est payante parce qu'il leur a rapporté des points. Je pense qu'à chaque fois qu'il a réellement besoin de lui, sur 2 coups, il était là, et je pense que, en tout cas pour moi, si Liverpool est champion, il peut dire merci à Origi pour sa présence sur le terrain. On n'en a pas beaucoup parlé ici, mais James Milner, est-ce qu'il ne va pas être titulaire à cause de ses déchets au match aller, devant le but, parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup dans les compos, mais est-ce que vous pensez qu'il peut perdre vraiment sa place? Au milieu de terrain, Keita ne jouera pas. Donc, 2 mois absent au moins. Il y a 4 possibilités. C'est Wijnaldum, Milner, Henderson et Fabinho. Les 4 ne seront pas alignés, c'est certain. 3 seulement seront alignés. Quel sera le choix de Klopp? J'ai l'impression que la balance s'effectue entre Fabinho et Milner. Oui, ceux qui sont un peu reprochables au match aller. Il faut savoir que, par exemple, lors du 5-1 contre Arsenal et lors d'un 4-0 contre Watford, c'est Fabinho, Wijnaldum, Milner qui avaient été alignés. Donc ça, c'est quand même des bonnes références. La paire Fabinho-Henderson avait aligné à Everton et à Manchester United avec 2-0-0. C'est plutôt une paire défensive. Étant donné le score du match aller, je serais quand même étonné que les deux soient titulaires. Donc moi, je pencherais plutôt vers un milieu de terrain, vers le milieu de terrain qui a débuté le match à Barcelone. N'oublions pas que Henderson est rentré à la place de Keita, avec Fabinho, Wijnaldum, Milner. Très bien.
Très bien, messieurs, merci alors pour ces commentaires sur ce premier avant-match. On se retrouve dans quelques instants pour le deuxième avant-match entre l'Ajax et Tottenham.